Et aujourd'hui, il va s'agir de l'éthique de la psychanalyse, qui est un séminaire de Jacques Lacan que Christian étudie depuis très longtemps, qui nous a insufflé également à nous mettre au travail il y a déjà pas mal d'années. Donc nous sommes nombreux à travailler sur l'éthique, certaines personnes ici présentes depuis pas mal d'années aussi. Christian est un travailleur acharné, un travailleur de la lettre, du signe, du lisible et du visible, mais pas que. Nous lui devons beaucoup sur la question des discours. Je ne sais pas s'il fera un détour par les discours selon l'acception lacanienne, mais je pense qu'on ne pourra pas en faire l'impasse. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, bien après une telle présentation, donc je ne peux que revenir sur effectivement cette différence qu'il y a dans la langue grecque entre epsilon et eta, donc qui sont deux premières lettres initiales du mot ethos en grec antique. Donc il y en a un qui parle donc de ce qui doit, la science du comportement, ce qui doit être fait, ça c'est l'éthos eta, et puis il y a l'éthos epsilon qui lui peut être illustré par cette phrase que donne Aristote. Il dit: si un homme jette une pierre en l'air et la rattrape, la pierre ne prendra pas cette habitude. Mais l'homme, oui, va prendre cette habitude. Et donc, le premier ethos va permettre de différencier donc ce qui est animé de ce qui ne l'est pas. Et partant, ce qui va amener jusqu'à l'homme en tant que cette créature qui est justement essentiellement dépendante de son éthique. Ça, c'est la découverte freudienne. Si effectivement l'éthique existe déjà avant la psychanalyse révolutionne radicalement l'éthique grâce à Freud et à sa découverte qui aujourd'hui encore passe vraiment comme inaperçue. Parce que tout le monde parle de Freud, mais ceux qui l'ont lu et qui l'ont étudié et qui prennent au sérieux ce qu'il a amené, c'est très très peu, hein, et notamment parmi les psychanalystes, ce qui est le plus grave. Mais là, alors, j'étais obligé de faire un petit travail récemment. Enfin, un petit travail, je rigole, parce que j'ai cru que c'était un petit travail, ça m'a pris quand même plusieurs semaines. C'est suite à la demande d'Ariane Bileran qui m'a mis sur la piste en me disant « Ah, je ne vais pas me retaper tout Freud ». Tu te rends compte que l'OMS utilise le nom de Freud pour dire que les enfants ont une sexualité et que les enfants sont des pervers polymorphes, ce qui les justifierait à dispenser une éducation sexuelle aux enfants et donc à les sexualiser. Je dis mais c'est absolument l'inverse, c'est pas du tout ce que dit Freud. Eh bien pour prouver ça, j'ai été obligé de remonter non seulement dans les erreurs de traduction, parce que très longtemps Geschlechtstrieb était traduit par pulsion sexuelle, mais aussi dans le texte allemand et les propres transcriptions de l'éditeur qui étaient faussées par le fait qu'il mettait un mot qui était plus courant à la place d'un autre en se disant ça va être plus facile pour lire Freud. Mais Freud c'est très précis et en quoi donc il révolutionne cette notion d'éthique, donc l'éthique qui va être définie bien sûr comme une science, un savoir sur ce qu'il convient d'être fait. Et bien sûr que nous ne sommes pas au temps de l'éthique aristotélicienne, puisque c'est une éthique de maître, comme dit Lacan, et même du temps de Spinoza, même si le maître a changé, et encore plus du temps de Hegel, où ce n'est plus du tout la même figure de maître, eh bien, ce n'est pas du tout la même éthique de laquelle parle Freud, tout simplement parce que il réintroduit la dimension du sujet
dans l'étude. Ça a l'air d'être une sorte de truisme assez simple comme ça, mais non, ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que ce que découvre Freud, mais il est tellement intelligent, il est tellement lettré, il est tellement investi dans son travail que sa première esquisse pour une psychologie scientifique, qui s'appelle Entwurf, l'esquisse, il ne l'a jamais publiée de son vivant, elle a juste été retrouvée comme ça dans ses lettres à Fliss. Et là, donc, c'est là où il explique, justement, où il déploie très logiquement, de manière absolument rigoureuse, et avec toujours cette manière qu'ont les vrais chercheurs, qui sont surtout des trouveurs plus que des chercheurs, parce que, comme disait le général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ben lui, il a d'abord trouvé. Et il a trouvé parce que c'est l'héritage vraiment de ce qui peut être appelé la lettre juive, c'est-à-dire ce que redécouvrira Lacan plus tard, à savoir le fait de pouvoir questionner le texte de manière très rigoureuse et surtout pas de manière autistique. C'est-à-dire en lisant à plusieurs, en lisant à haute voix, c'est pour ça que les cartels sont cet héritage-là, et pouvoir questionner le texte, et donc ce qui va donner, avec bien sûr le travail de Lacan, le fait que les Juifs sont à l'origine même, par le travail sur le texte de la Torah, le fait de le réduire jusqu'à sa dimension littérale, et vous savez que le littéral, c'est aussi le littoral, donc c'est ce qui fait le lien entre le symbolique et le réel. Et c'est ce que cherche Freud. Parce que Freud, au départ, c'est un vrai scientifique. Donc, il a une approche qui n'est pas une approche intellectuelle, c'est pas une approche universitaire qu'il a. C'est une approche de médecin qui est confronté au réel. Et donc, comment se passe cette espèce de copulation entre la parole et le corps? C'est ça qui le questionne. Il ne sait pas comment il va sortir de là, mais il va questionner ça, et son expérience, sa pratique et surtout sa rigueur logique vont l'amener à mettre à jour un système qui est le système freudien par excellence, qui est indépassable et je pense qu'il est très peu exploité en tant que tel, parce qu'il est assez complexe à comprendre malgré sa simplicité d'apparence. C'est ce qui s'appelle principe de plaisir, principe de réalité. Je l'ai déjà un peu déployé dans d'autres séminaires, donc je ne vais pas refaire tout le développement, mais par contre, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que le principe de réalité, premièrement, ça ne veut pas dire qu'il vient après, parce qu'on dit processus primaire, processus secondaire. Là, c'est plutôt principal par rapport à secondaire. Donc principal, parce qu'ils fonctionnent en même temps, les deux systèmes. Et surtout, le point majeur, c'est que le système secondaire, c'est le principe de réalité, loin de conduire l'homme vers la réalité, l'en isole. C'est ça, la fève. Que puis-je savoir? Que m'est-il permis d'espérer? C'est vraiment le comble. Et que dois-je faire? C'est quand même très curieux. Enfin, c'est pas qu'on en soit là. Non pas bien sûr que je considère que la foi, l'espérance et la charité soient les premiers symptômes à mettre sur la sellette. C'est pas des mauvais symptômes, enfin ça entretient tout à fait bien, enfin, la névrose universelle, enfin, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses n'aillent pas trop mal, enfin, qu'on soit tous soumis au principe de réalité, c'est-à-dire au fantasme, n'est-ce pas? C'est là où il faut comprendre qu'il faut pouvoir s'imaginer les choses. C'est là où mon travail préalable de graphiste m'aide, parce que si j'arrive à me formuler les choses assez clairement, et c'est comme ça que j'enseignais le graphisme, c'est-à-dire si vous pouvez arriver à des énoncés assez épurés, corrects, et en ménageant
les équivoques au maximum, vous pouvez arriver à trouver une forme qui soit simple. Et le simple n'est pas le simpliste. Le simple, c'est une certaine tension. Et donc, ce que découvre Freud, là, c'est que ce système-là de plaisir-réalité fait de nous des êtres psychiques. C'est-à-dire que nous sommes des êtres presque intégralement psychiques. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut se le représenter, c'est pour ça que je suis parti sur le graphisme, c'est-à-dire qu'il faut imaginer deux arcs de cercle, comme ça, comme le principe de plaisir et le principe de réalité. Le premier, c'est celui qui va guider et orienter toutes les tensions de notre être qu'on a déjà perdu, hein, je vais revenir là-dessus, qui s'est transposé en sujet rapidement et qui va être compensé, modulé, modéré par ce principe de réalité, mais dans le sens non pas où il y a une opposition, là, c'est une histoire de degrés. Et c'est une histoire aussi du fait que ces systèmes fonctionnent ensemble et le réel, lui, qui n'est pas la réalité, infiltre le système. Donc quand je dis nous sommes des êtres psychiques, ça veut dire que nous n'avons pas d'autre accès au monde et au réel que l'accès de la parole. C'est par la parole, et exclusivement par la parole, que nous avons accès au monde. Sinon, nous n'y avons pas accès. Donc le réel, pour nous, va se réfugier dans la parole. C'est un effet du signifiant. C'est ça l'histoire de la lettre par rapport au symbolique et de la lettre comme bord du symbolique. Et le réel, lui, par exemple, dans un premier temps, on peut se le figurer comme si on reprend cette petite phénoménologie de la mère et de l'enfant, avec le petit bébé comme ça, qui vient de naître et qui se cherche dans les yeux de sa mère et qui évidemment ne peut pas s'y trouver parce que je l'ai exploré dans plusieurs séminaires, il ne peut pas y avoir de correspondance des regards. La seule chose que nous ne pouvons pas voir dans le miroir, c'est notre propre regard. Et donc, lui, il va essayer de se trouver dans le regard de la mère, mais elle vise quelque chose au-delà de lui. Et puis, il y a quelque chose en deçà de lui. Et pour lui, c'est pareil. Et donc, c'est là le réel. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une fusion préalable de la parole, le phallus, le réel, parce que deux n'existent pas sans trois. Ça, c'est un axiome lacanien, mais qui n'est pas seulement lacanien. Les mathématiciens aussi, les plus grands mathématiciens l'ont démontré. On ne peut jamais déduire le 2 du 1. C'est impossible logiquement. On ne le déduit que du 3. Donc quand il y a 2, c'est qu'il y aura eu 3. C'est chez Frege ou Boole, c'est chez Cantor. Vous verrez, c'est impossible donc d'être 2 sans être 3. Il y a toujours du 3 a priori. Donc quand je vous campe ces deux systèmes avec principe de plaisir, principe de réalité, il y a un troisième terme toujours. Ce troisième terme, on va le retrouver à partir de cette petite phénoménologie de la mère et de l'enfant, où l'enfant se cherchant comme ça, pourquoi il se cherche? Parce qu'il se cherche lui. Parce que d'une certaine manière, et ce que j'ai expliqué avec le Geschlechtstrieb, un enfant, quand il sort de l'utérus, comme ça, c'est pas qu'il sort du corps de quelqu'un d'autre, c'est son propre corps qu'il perd. C'est-à-dire le corps de sa mère, c'est son corps à lui. C'est incompréhensible pour lui de se trouver privé de son propre corps. Il est immédiatement en prise avec un manque. Et ce manque-là, c'est ce qui fait de nous des êtres psychiques. Parce qu'à ce moment-là, il se réfugie dans sa tête. Dans sa tête, c'est une métaphore. C'est-à-dire, il est dans son psychisme, il va essayer de trouver par toute sa sensorialité, et au début, il ne peut pas beaucoup, parce que le monde est trop brutal, trop complexe, donc il faut qu'il dorme beaucoup pour trouver quelques sensations, et il dort pour intégrer, mais il va essayer de se retrouver psychiquement. Et donc ça, c'est la notion de pulsion qu'on va revoir tout à l'heure avec cette mise en place progressive donc de ce qui se passe au moment de cette perte et qui va le guider. Ce qui va le guider, c'est ce principe de plaisir. Et le principe de plaisir, donc, il s'appelle Lustprinzip. C'est un principe de plaisir. Mais pour bien le saisir, il faut avoir en tête une phrase de Lacan qui dit « La jouissance, ça commence à la chatouille, ça finit à la flambée d'essence ». C'est-à-dire que c'est un principe qui a besoin d'être régulé parce qu'il fonctionne comme ça tout seul et il va très loin parce que c'est ce qui guide l'existence. C'est comme si nous avions un guide en nous
qui fait que nous, sans avoir le petit manuel d'utilisation, nous allons construire notre propre corps quand même. C'est pas rien. Et donc ça, c'est le principe du plaisir qui guide ça, qui est compensé, corrélé, comment on dit, mis en place par le système de réalité, qui contrôle que ça ne flambe pas trop d'une certaine manière. Parce que il faut représenter ça comme en termes énergétiques. C'est-à-dire, il y a un organisme comme ça en proie à une puissance énergétique d'excitation. Et le principe de plaisir, contrairement à ce qu'on peut imaginer au départ, c'est un principe qui ramène vers un certain calme. Donc c'est calmer les tensions. Et ces tensions qui sont très puissantes que traverse l'enfant, si vous voyez un bébé, là j'ai une petite vidéo que j'ai trouvée ce matin, là, on voit une porte qui s'ouvre, et puis le bébé il est dans son couffin là, et puis il voit, je sais pas si c'est sa mère ou son père, et puis il bouge dans tous les sens comme ça, et il y a une puissance d'excitation, une énergie, d'ailleurs c'est le terme énergeia que reprend Freud à Aristote, pour expliquer justement et mettre en place la régulation des énergies à travers des flux. C'est très très précis chez Freud, donc c'est lui qui invente, je vous rappelle, le système neuronique, le fonctionnement des synapses, des neurones, qui distingue 3 neurones et 3 systèmes neuroniques différents et articulés, c'est-à-dire le système phi, avec les excitations qui viennent de l'extérieur, les neurones psi, les excitations qui viennent de l'intérieur, et les neurones oméga, qui font la liaison entre est-ce que l'objet visé appartient à la réalité ou pas? Est-ce qu'il peut devenir réel cet objet? Parce que bien sûr que le principe de plaisir qui gouverne tout ça, et je vous rappelle que le principe de réalité va aussi nous isoler de la réalité, eh bien c'est que c'est un mode hallucinatoire, c'est-à-dire nous hallucinons en permanence. Nous sommes des êtres hallucinés et hallucinants, c'est-à-dire on n'arrête pas d'halluciner. Alors encore plus évidemment les scientifiques qui se disent eux ils sont en plein dans la science, eux c'est ceux qui hallucinent le plus parce que bien sûr ils ne mettent pas leur propre sujet d'énonciation dans leur énoncé. Donc là le système fonctionne à plein dans l'hallucinose. Quand j'ai dit comme ça l'autre jour que la science n'est rien d'autre qu'un fantasme, qu'un noyau fantasmatique, je pense que je serai suivi sur ce terrain. Ça me semble évident. La science est une futilité qui n'a de foi dans la vie d'aucun, bien qu'elle ait des effets. La télévision, par exemple. Mais ces effets ne tiennent à rien et fantasmes qui, écrirais-je comme ça, qui y croient. La science est liée à ce qu'on appelle spécialement pulsion de mort. C'est un fait que la vie continue grâce au fait de la reproduction liée au fantasme. Donc nous sommes des êtres qui hallucinons et nous nous contentons, et c'est ce système de plaisir qui veut ça. C'est-à-dire qu'un bébé qui ne va pas pouvoir trouver le sein réel de sa mère, parce qu'elle n'est pas là, qu'elle s'en fout, ou qu'elle est ailleurs, ou je ne sais pas quoi, etc., il va arriver à trouver une jouissance compensatoire, à s'imaginer qu'il tète le sein. Donc là, on a la naissance du fantasme, c'est-à-dire trouver un système psychique de compensation qui amène une satisfaction qui peut être peut-être supérieure à la satisfaction du besoin réel. Disons que ce sont des choses qui sont déconnectées. Mais le sein appartenant à la réalité, il y a bien un moment où il va falloir qu'il mange, cet enfant, ou le sein ou le biberon, c'est pareil. Enfin, disons, à ce niveau-là, c'est pas ce qui est important, que ce soit un organe ou un substitut, une prothèse d'organe qui est le biberon. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quelque chose de l'ordre du réel qui vienne, et donc
là, le système oméga, qui sont les neurones, disons, du discernement, parce qu'il y a des objets, ensuite, qui peuvent très bien ne jamais appartenir à ce monde, mais qui peuvent procurer une satisfaction hallucinatoire intense, ce qu'on appelle la jouissance. Donc tous ces systèmes-là, quand ils sont au départ, ça reste à peu près, disons, contrôlable. Disons, c'est surtout qu'il y a quelque chose en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, c'est qu'un bébé, un enfant, un petit homme, un homme en devenir, se construit un corps et il ne le fait qu'à l'aide de la pulsion, c'est-à-dire le fait qu'il y a dans son corps la trace qu'il y a déjà une parole. Et c'est pour ça que vont naître toutes les difficultés et le délire total dans lequel aujourd'hui on est plongé avec les gender studies, etc. C'est que la pulsion, elle, n'a pas d'objet. Ça, c'est ce que remarque Freud. C'est-à-dire que la pulsion, elle pulse comme une parole qui veut se dire par l'intermédiaire du corps, mais elle n'a pas d'objet. Ce qui fait qu'elle peut se satisfaire du premier objet qui est là, contingent, et pouvoir dire, ben voilà, c'est un objet qui vient combler la pulsion. Tout en sachant que ça ne le comble pas parce que la pulsion est par essence, et on verra tout à l'heure pourquoi, c'est-à-dire à quoi convoque ce discernement du principe de plaisir, du principe de réalité, et comment fonctionne la psyché humaine, eh bien, il y a déjà cette première division, là, et cette première division qui, chez Freud, va prendre le nom de das Ding, la chose. C'est pas la division qui prend le nom de la chose, mais c'est le fait que l'enfant va se retrouver avec quelque chose qu'il ne peut pas intégrer à son monde à lui, quelque chose qui lui reste radicalement étranger. Et pourtant, ce qui lui est radicalement étranger est déjà à l'intérieur de lui. Donc la chose, c'est dans ce qu'on appelle donc dans la psychanalyse freudienne le Nebenmensch, c'est-à-dire le prochain des Écritures. Les Anglais disent neighbor. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien l'enfant qui est beaucoup moins stupide que nous, parce que nous sommes stupides parce que nous sommes stupéfaits par l'illusion qu'on se fait de comprendre des choses dans ce monde. Mais un enfant, pas du tout, parce que lui, sa vie est en jeu, et donc le flux de l'énergie va faire comme une navette, c'est pour ça que c'est une histoire de texte, c'est comme une navette de tisserand, entre le système de perception et le système de conscience. Donc, il y a quelque chose qui va aller vers une motilité de cette pulsion, qui va pousser le corps à aller vers le mouvement, c'est la motilité, et puis la pulsion ne s'épuise pas, elle revient de l'autre côté vers le rêve, vers le psychique. Et comme les appareils électroniques en ce moment, vous savez que il faut qu'il y ait toujours un tout petit peu de charge, eh bien c'est pareil, le système de plaisir, il peut jamais descendre à zéro. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'excitation, sinon le système est mort. Donc il y a une tension, comme une tension énergétique en permanence chez l'être humain, et le fait qu'il y ait cet aller-retour entre le physique et le psychique. Alors au début, Freud appelle progrédient le sens du psychique vers le physique, et régressif celui vers le psychique. Mais c'est pareil, là il faut pas conclure trop vite et y accorder un statut moral, parce que ça ne veut pas dire que c'est mieux d'un côté que de l'autre. C'est que l'être humain est parcouru par un système qui doit lui permettre de se construire, mais qui en même temps menace tout le temps de le détruire. Notamment avec l'histoire du principe de plaisir qui peut passer de la chatouille à la flambée d'essence, c'est-à-dire s'il n'y a pas un bon contrôle. Donc, d'une certaine manière, est mise en place cette chose-là, das Ding, comme... Ça s'appelle la chose. Donc das Ding, c'est vraiment... c'est parce qu'on n'arrive pas à la nommer. Il y a quelque chose qu'on semble
reconnaître plus ou moins comme ça, mais qui nous restent radicalement étrangers. Nous sommes sans cours pour ce qu'il en est de ce qui distingue dans une psychanalyse la balance entre l'imaginaire et le réel. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris cette voie. La chose est ce à quoi nous devons coller. Et la chose en tant qu'imaginaire, c'est-à-dire le tu en tant que représenté. La différence entre la représentation et l'objet est quelque chose de capital. C'est au point que l'objet s'agit, quelque chose peut avoir plusieurs présentations. Alors il y a deux mots pour dire chose en allemand. Il y a die Sache et das Ding. Donc die Sache, c'est plutôt les choses matérielles de ce monde, c'est-à-dire les objets qu'on ne pourrait pas nommer. Je simplifie un peu, c'est plus complexe que ça, parce que tout est juridique au départ, c'est-à-dire c'est carrément une mise en place d'une juridiction des possibilités psychiques de l'être humain. Mais on finit par die Sache, plutôt les objets du monde matériel, et das Ding, l'objet psychique. Donc, quelque chose qui a à voir avec le signifiant. C'est-à-dire, Lacan l'appelle l'autre préhistorique qu'on ne peut pas oublier. Donc, l'expérience nous met en place avec une construction qui possède, dans son moyen de construction, son propre moyen de destruction aussi. Et le fait que l'énergie psychique revienne vers le rêve, vers la capacité de penser et de pouvoir percevoir les choses et les amener sur le plan psychique, eh bien, ça, c'est vraiment le côté de das Ding. Et ce qui fait que, et ça, c'est l'éthique freudienne, l'éthique freudienne peut se résumer en une phrase. La vérité de la souffrance, c'est d'avoir la vérité comme cause. Donc ça veut dire que tous nos problèmes sont des problèmes éthiques. C'est-à-dire que si nous étions dans une éthique qui est absolument correcte et radicale, nous n'aurions aucun problème, ni de santé, ni de quoi que ce soit. Donc voilà en quoi l'éthique freudienne est radicale, et que le freudo-lacanisme, disons tel que je le conçois après un certain temps de travail et d'expérience, c'est la forme moderne de la foi. Hein. C'est quelque chose de l'ordre d'une foi. Voilà. Mais c'est beaucoup plus rigoureux et intolérant que le christianisme lui-même. Hein. Parce que là, il y a toujours quand même un père pour vous pardonner. Là, il n'y a plus de père, c'est terminé. Alors, ça ne veut pas dire que le père ne compte pas, puisque, justement, la psychanalyse, contrairement aux crétins des écoles de psychanalyse qui sont totalement hallucinés par ces trucs de gender studies, le patriarcat, le féminisme, cette espèce de catégorie pour débiles mentaux, le principe de la psychanalyse, c'est de réintroduire la fonction paternelle. Ce que fait Freud avec Totem et Tabou, et surtout son livre Testament, L'homme, Moïse et la religion monothéiste, c'est réintroduire la fonction paternelle, le nom du père. C'est impossible de s'en sortir sans le nom du père. C'est impossible. C'est le lieu du signifiant, c'est-à-dire le lieu de cet autre-là, à partir duquel s'ouvrent pour le sujet les possibilités justement de ne pas être réifié, c'est-à-dire d'être ravalé au rang d'une chose. Donc, le travail de la psychanalyse consiste essentiellement à redonner à chaque par-l'être qui vient en cure la conscience de sa parole. C'est-à-dire le contraire de l'inconscient, Unbewusst, ce savoir insu dont parle Freud, ce n'est pas le conscient, c'est la parole. C'est-à-dire savoir que nous sommes des porteurs de la parole, et que si nous oublions que nous sommes des porteurs de la parole, nous ne parlons plus. Nous répétons,
nous répétons ce que nous lisons, ce que nous entendons, c'est-à-dire essentiellement des conneries quand même, hein, à 99%. Vous écoutez les conversations dans la rue, vous regardez Internet, vous regardez la télé, c'est quasiment que des conneries. Et donc quand on répète des conneries, on devient con. Hein. Il n'y a pas de secret non plus. Donc le travail de la psychanalyse ramène cette éthique à un moment, justement, juste avant la bascule de l'Europe dans le nazisme. C'est pas rien. C'est-à-dire que Freud évite de très peu le fait d'être... il craint pas, mais il se retrouve quand même à Londres. Hein. Donc il se barre. Hein. Et là, ce que nous vivons en ce moment, il ne faut pas s'y tromper. C'est le retour de l'idéologie nazie qui a pris une autre forme, mais n'importe quel poète ou penseur un peu au-dessus de la moyenne avait déjà annoncé ça. Hein. Des gens comme Pasolini, le fascisme ne reviendra que sous la forme de l'antifascisme. C'est exactement ce qui se passe. Et en quoi ça consiste ? Ça consiste dans une réification, c'est-à-dire le fait de ne pas considérer que la psychanalyse est une science du particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience en psychanalyse. Bien sûr, on a de la bouteille quand on travaille la psychanalyse et qu'on reçoit en tant que psychanalyste, mais chaque analysant est un analysant qui doit être pris dans la singularité absolue de son histoire, parce que il n'y a rien qui soit essentialisable comme ça. C'est-à-dire que ça doit être de l'ordre d'une expérience singulière, et c'est un travail de chacun pour chacun. Et ça, c'est le contraire, bien sûr, de la mise en catégorie et de l'idéologie des algorithmés du bulbe qui nous gouvernent. Puisque pour eux, la parole, au lieu d'être cet instant déjà décrit par Heidegger, hein, comme saisir l'instant présent du monde et le porter à la parole, pour éprouver dans cette expérience décisive le fait que mon sujet n'est rien d'autre que ce vide à partir duquel la parole s'énonce, ça, c'est l'origine de la parole. Quand la parole sert à entrer dans des cases pour que rien ne se passe, ça s'appelle un algorithme, hein, on va prévoir tous les scénarios possibles avec l'intelligence artificielle pour que rien n'arrive, c'est une déni du réel, parce que le réel arrive tout le temps. Parce que le réel, c'est ce qui n'est ni imaginable, ni symbolisable. Donc le réel arrive sous le mode du surgissement. Donc ça va crever tout ça, et quand on refuse le réel comme ça, le réel revient et on se le prend dans la gueule. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu de pertinence supérieure, je pense même du temps de Freud, c'était pas aussi pertinent qu'aujourd'hui, d'entendre la parole freudienne et d'entendre l'exigence éthique qu'elle réclame de chacun, puisque du moment que l'éthique analytique est cette remise en scène du sujet de l'énonciation dans ses énoncés, le fait d'entendre quelque chose de sa propre expérience, de sa propre parole, eh bien ça donne une responsabilité, et la responsabilité, c'est pouvoir répondre de sa position de sujet, parce que c'est du réel, ça. De votre position de sujet, de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables. Quoi qu'on en dise ou quoi qu'on fasse, il n'y a personne pour nous sauver. En tout cas, depuis l'avènement christique, hein, Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que il ne faut jamais compter sur un Dieu de l'au-delà. Il est déjà incarné, donc ça veut dire que c'est déjà la parole en tant que Dieu. Le dire est devenu le Dieu est devenu un Dieu qui est devenu un dire, et donc c'est à partir du dire que je dois me situer comme sujet de ce dire-là. Donc il n'y a rien à attendre. Bien sûr, pas des élections, hein, sans doute, mais de rien du tout. Il y a juste à prendre en cause sa propre parole et essayer de se mettre au service de cette structure-là qui s'appelle le discours analytique. Parce que éthique est aussi un autre mot pour dire discours. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si dans les quatre discours, il y a une mise en impasse à laquelle seul le discours analytique peut permettre d'espérer échapper, je ne suis pas sûr d'échapper,
Mais en tout cas, il y a un espoir. Si on reste assez longtemps, je vais pouvoir vous le démontrer. Mais chaque discours, le discours du maître, le discours universitaire, le discours hystérique et le discours analytique sont des synonymes d'éthique. Ça veut dire un certain comportement, une science de ce qui doit être fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une perversion des discours? Oui, puisque très clairement, on le voit aujourd'hui, ce qu'on appelle le discours capitaliste, qui a déjà été épinglé à la Lavagne, c'est-à-dire au tableau, en Italie, à Milan en 1972 par Lacan, de dire que ce cinquième discours ne fait pas lien social, parce que éthique, c'est un autre mot aussi pour dire lien social. Discours, éthique, lien social, c'est la même chose. Et le lien social chez Lacan, n'en déplaise aux gauchistes, est dégagé de toute nécessité de groupe. Vous êtes responsable de votre manière de faire lien avec l'autre, et ce que vous apprend la psychanalyse, c'est déjà de faire lien à deux. Donc, à trois, puisque je vous ai dit, il n'y a pas deux sans trois. Et à partir de là, c'est ouvert, c'est-à-dire vous pouvez faire lien. Vous ne vous perdez pas dans l'imaginaire d'un groupe, quelle que soit la prétendue altitude de ses ambitions égalitaires ou égalitaristes. Tout ça, c'est du vent. Il n'y a rien à attendre des lendemains qui chantent. C'est-à-dire que l'éthique psychanalytique est rigoureuse, elle consiste essentiellement, d'un point de vue un peu plus technique, mais je peux le développer, avec les discours, donc c'est à se mettre au service du discours de l'analyste. C'est-à-dire que c'est une position d'humilité. C'est-à-dire se mettre au service d'autre chose. D'ailleurs, c'est la phrase de Lacan. Il dit « Ce n'est pas moi qui vaincrai, c'est le discours que je sers. » Parce qu'il n'y a pas de plus haute ambition que de se mettre au service d'un discours. Ça peut paraître paradoxal comme définition de l'éthique, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus réel, je peux vous garantir. Parce que si je peux revenir un petit peu sur ces histoires de discours, donc, ce que met en place Lacan... Alors, Lacan, d'abord, vous imaginez que ce type-là, quand même, qui est une incarnation assez rare, c'est un type assez génial, quoi. Il arrive, il fait sa thèse doctorale, etc. Évidemment, il étudie tout. Il n'y a rien qui lui passe au travers. Quand il lit l'éthique à Nicomachie d'Aristote, il la lit en grec ancien. Quand il va trimballer Heidegger dans sa déesse et qu'il roule à 180 et que les autres sont morts de peur, c'est juste pour le questionner en allemand sur comment il est arrivé à ses conclusions dans Être étant. Donc, il est dans une... Il cherche qu'est-ce qui peut donner un déploiement conséquent et logique à son propre travail de psychiatre. Mais il n'y a que Freud, quoi. Tout le reste, c'est des sornettes. Ces mots, hein. Sornettes, ce sont des sornettes. Et donc, il se met à étudier Freud à fond. Mais pas seulement Freud, parce que, comme c'est un grand lecteur, donc, quand Wallace m'en a parlé, parce qu'il a fréquenté quand même d'assez près, son Marx, son Capital de Marx, il partait en lambeaux, parce qu'il le lisait tous les jours dans le métro, etc. Donc il connaît très bien Marx, Hegel, etc. Et il connaît l'impasse de la philosophie par rapport à la psychanalyse. Parce que ce qui différencie justement l'éthique de la philosophie de l'éthique de la psychanalyse, c'est que la psychanalyse réintroduit le sujet de l'énonciation. C'est impossible d'avoir une rigueur. Il y a une phrase qui me vient à l'esprit, là, c'est... un test d'intelligence conçu par un imbécile est un test d'imbécilité. Donc, on ne peut pas étudier un objet et dire qu'on l'a étudié avec la plus grande rigueur si celui qui a étudié l'objet ne s'étudie pas aussi lui-même avec la plus grande rigueur. Parce que sinon, le manque de rigueur qu'il a pour s'étudier lui-même dans sa plus grande rigueur va rejaillir sur l'objet. Donc, il n'y a pas plus rigoureux que l'éthique analytique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin dans... la difficulté. Hein. Et paradoxalement, se confronter à cette difficulté-là, c'est ce qui amollit, amoindrit, amincit la difficulté de vivre. Parce que il y a des choses qui se passent dans le réel.
parce que je vous l'ai dit, le réel peut apparaître sous différentes formes, bien que ce n'est pas directement le réel qui apparaît, mais c'est le surgissement qui fait apparaître quelque chose dans votre vie et qui vous fait un choc. C'est quand il y a une disparition de la réalité que le réel apparaît. C'est là où il y a du réel. C'est quand la réalité elle-même s'effondre devant le surgissement. Donc, pour faire face à ça, eh bien, c'est comme une sorte de mithridatisation. Vous savez, il faut prendre un petit peu de réel chaque jour. Et en tout cas, chaque séance d'analyse, il doit y avoir un peu de réel. Parce qu'à partir de là, il y a une possibilité de se concevoir comme faisant partie de cette espèce humaine. Et là, c'est un mot qui m'est cher maintenant, parce que j'ai traduit Geschlechtstrieb par pulsion d'espèce. C'est-à-dire que l'enfant, quand il se projette dans le corps maternel, il ne voit pas sa mère, il voit un être humain. Il voit un par-l'être, il voit un corps humain. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Nous sommes des êtres humains et nous devons arriver à devenir des êtres humains. Parce que nous ne le sommes qu'en devenir des êtres humains. Et nous ne le sommes que si nous acceptons le fait d'être porteurs de la parole, donc de nous acheminer vers notre propre parole. Et c'est ce à quoi sert cette mise en place des discours de Lacan, c'est d'identifier des structures comme ça, ce sont ces discours-là, avec le discours qui est inévitable, qui est le discours du maître. Le discours du maître est toujours déjà là, d'une certaine manière. Parce que c'est une structure qui part du principe que il y a une vérité. Cette vérité-là, c'est celle qui fait structure de tout discours. Mais elle n'apparaît jamais directement comme telle. Elle est toujours médiée et elle va se trouver à proximité du réel. Elle va... Lacan dit, entre nous et le réel, il y a la vérité. Donc, elle va nous conduire, mais elle est tout aussi bien menteuse, cette vérité. Donc, c'est un problème, quand même. C'est un problème qui est lié, justement, à ce principe de plaisir originel dont je vous ai parlé, parce que on est obligé de se mentir pour dire qu'on a autant de plaisir qu'on avait eu le sein, alors qu'on s'est juste sucé nos propres lèvres en tétant et en s'imaginant que nous avons le sein. Donc, le proton pseudos, il est là, le premier mensonge, ce qui fait que la vérité elle-même est menteuse, ce qui est complexe quand même. C'est-à-dire, nous sommes inscrits dans un rapport au langage qui est complexe. Donc, on pose la vérité comme un principe qui ferait la structure de tout discours et qui se situe en bas à gauche, parce qu'elle est toujours refoulée, la vérité. On ne la voit jamais, vraiment. Elle est là, on le sait parce que on a cette orientation, mais qui nous est donnée par le principe de plaisir. Donc on n'est pas sûr que ce soit la vérité. Ça va être la vérité de notre plaisir pendant un certain temps, mais qui peut changer dans son contraire. Mais c'est quand même un effet de structure. Donc on a la vérité, et comme cette vérité-là, elle est un principe qu'on ne peut pas signifier directement, eh bien, elle va se diviser en deux. Donc la vérité, dira Lacan, ne peut être que mi-dite. Toute la vérité, quand vous entendez au tribunal, ça ne veut rien dire, parce que toute la vérité, personne ne peut la dire. Donc, ce qui fait la vérité prend son statut, non pas de la certitude de tel ou tel énoncé, mais des conditions réelles à venir pour le sujet qu'il énonce. Donc c'est la vérité pour chaque sujet. Ça veut dire que même un analysant qui ment effrontément sur le divan, ben, il ment au nom de la vérité. Donc cette vérité-là, elle va donner au-dessus de la barre, en haut à gauche, le signifiant, qu'il appelle le semblant. Donc c'est un semblant de vérité, c'est vraisemblable. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est un principe qui est en dessous. Ce qui est en dessous des barres, on le voit pas. La manifestation, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est comme les racines d'un arbre, vous ne les voyez pas, l'arbre il est au-dessus, vous voyez l'arbre, vous ne voyez pas les racines. Donc, cette comparaison vaut ce qu'elle vaut, hein. J'en suis pas fier, mais disons que c'est pour bien essayer de mettre en place le fait que ce qu'il y a sous les barres, dans les discours, on n'y accède pas. On voit que ce qu'il y a là-haut. Et donc, ce qu'il y a là-haut, du S1 au S2, là, ça, cette orientation de la flèche, ça, c'est ce qui donne l'éthique
de chacun des discours. C'est les flèches elles-mêmes. Donc, qui va, dans un premier temps, la vérité qui va au semblant, une flèche qui monte verticalement, une flèche en oblique qui va vers la jouissance. Parce qu'il y a de la jouissance à parler. Et parler est une jouissance civilisée. C'est une jouissance qui va dans le bon sens. Il y a beaucoup de jouissances ruineuses. Parler est une jouissance civilisée. C'est-à-dire qu'en arrivant à parler et à donner un peu plus de gravidité à nos propos, à être un peu plus dans la parole, eh bien, on arrive à laisser tomber des jouissances qui sont habituelles et ruineuses pour nous. Parce que ces jouissances-là sont issues des exagérations du principe de plaisir originel qui n'a pas été assez modéré. Donc, nous sommes dans cette structure-là. Donc, dans le discours du maître, c'est une éthique. Il y a une éthique du discours du maître. C'est-à-dire, c'est simple. Le discours du maître, il faut imaginer que nous sommes cette communauté que nous sommes là, et que nous sommes une espèce de communauté préhistorique, ou pas préhistorique, ça veut dire avant l'écriture, et on n'y aurait pas accès, parce que justement le réel demande l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'écriture, le paradoxe c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'écriture pour que nous ayons accès au réel, mais on ne s'en tient pas à l'écrit, il faut revenir à la parole à partir de l'écrit. L'écrit devient un stade intermédiaire d'accès au réel. Donc nous sommes cette communauté-là et nous sommes dans un territoire hostile. Donc, par exemple, il y a Macron au pouvoir et des gens comme ça, c'est un territoire hostile, ça devient. Et donc, on vous demande des passes nazitaires dans les gares, dans les trucs comme ça, c'est un espace hostile. Donc, si on est dans une communauté, le discours du maître, c'est celui qui va permettre que chacun comprenne quel est son rôle dans la communauté. Donc, il ne peut pas y avoir d'interprétation. C'est pour ça que il s'écrit comme ça, donc S barré, ça monte vers S1, là-haut, ici il y a S2, et ici il y a petit a. Donc le petit a, qui est une des occurrences de das Ding, de la chose, donc ça veut dire qu'on évacue là le fantasme. On le laisse tomber. C'est comme s'il n'y avait pas d'équivoque et pas de fantasme. Toi tu te mets là, tu surveilles tel truc, toi ici, etc. Donc on n'a pas le droit d'interpréter. Les mots, c'est comme les choses. C'est ça le discours du maître. Voilà. Ça doit filer droit. Il n'y a pas de truc qui doit faceiller, oui mais je ne savais pas. Non, ça doit aller comme ça. Voilà. Ça c'est l'origine, le premier discours. Attention, je dis premier discours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose avant. C'est pareil, hein, c'est comme le principe de plaisir, le principe de réalité. Donc, après, on découvre qu'il y aura eu peut-être avant l'hystérie. Parce que sans femme et personne sur cette planète. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on peut y accéder qu'après coup. C'est comme le réel. Le réel, on ne peut pas y accéder directement. On prend le coup. Et après, on se dit, il y aura eu un coup. Donc, c'est après coup, le réel. Donc, l'éthique du discours du maître, c'est une éthique assez simple, c'est que tout aille bien. Voilà. Pas d'histoire, ça doit fonctionner, tout le monde doit être en place, etc. Évidemment, les autres discours vont être des tentatives de reclasser, replacer, essayer de recycler, c'est à la mode, le petit a là qui a été évacué. Alors vous remarquez qu'en bas, donc S barré petit a, c'est la formule du fantasme. Donc ça, le fantasme, il est refoulé. Personne n'a de fantasme. Alors que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes essentiellement des êtres voués à l'hallucination. C'est-à-dire nous fantasmons tout le temps, nous sommes en plein fantasme en permanence, nous vivons de ça, notre fantasme. C'est ce qui nous fait jouir, mais c'est aussi ce qui nous fait vivre. Donc, le fait que le fantasme soit évacué, le petit a, bien sûr, on ne peut pas en rester là. Donc, il va être deux tentatives de recyclage du petit a, vont être le discours universitaire. Donc là, directement, c'est direct, c'est quelqu'un qui se met en position de l'agent, en haut à gauche, en S2, c'est-à-dire celui qui sait, qui fait semblant. Disons, le professeur d'université, il sait, mais il sait ce qu'on lui a appris. C'est-à-dire, il répète. Hein,
Pour moi, le discours universitaire, je me le représente comme ça, parce que c'est comme ça que ça me fait le plus rire, parce qu'on n'est pas loin de Nîmes, et quand j'étais petit, j'allais voir des corridas à Nîmes. Et donc, l'universitaire, lui, il va tout savoir de la corrida. Comment s'appelle chaque pièce du vêtement du torero, le nom des taureaux, qui ils a tué, je sais pas quoi, etc. Enfin, tout le truc, sauf que lui, il descendra jamais dans l'arène. Voilà, ça, c'est l'universitaire. C'est-à-dire, il ne fait que répéter. Et selon quoi Freud n'est pas un universitaire. Parce que lui, il expérimente. Il expérimente sur lui, il expérimente avec ses patients, puisqu'il est médecin, et puis il expérimente de la manière la plus éthique possible. C'est-à-dire qu'il se met dans la position d'être celui qui écoute. Il ne dit pas, moi je sais plus, je suis docteur, je vous fais une ordonnance, je vous ordonne, vous n'avez qu'à faire ça, ça et ça, comme ils font les médecins, là. Oh, prenez ça. Non, non, lui il dit... Finalement, celui que j'ai en face de moi, ou celle que j'ai en face de moi, parce que c'est des hystériques au départ, et bien qu'il y ait beaucoup d'hommes hystériques, mais c'est plus sympathique de les placer du côté féminin, parce que c'est plus vrai aussi, puisque hystérique, ça veut dire utérus. Donc, il se dit, elle sait mieux que moi, mais elle ne sait pas qu'elle sait. Et en fait, la manière que j'ai d'être le plus médecin, c'est de lui faire entendre ce qu'elle sait déjà. Parce qu'elle peut se guérir toute seule. Donc voilà la position vraiment du psychanalyste. Et ça va être, vous allez voir, le discours de l'analyste auquel on va arriver en troisième position. Parce qu'avant de sortir de la gabegie, qui n'est pas forcément une gabegie, ça a des bons côtés, le discours universitaire aussi. C'est-à-dire qu'un universitaire qui fait correctement son travail de recension, par exemple, j'aurais bien eu besoin, pour mon travail sur Freud, là, d'avoir un bon universitaire qui me dise « Ah oui, j'ai toutes les références, j'ai tout noté, j'ai fait des fiches, etc. Là, Freud dit ça, là, il dit ça. » Voilà, ça c'est correct comme travail universitaire. Mais le problème, c'est que chaque discours, comme tout dans le monde, amène sa dimension anthropique et donc sa propre perversion en servant d'autres buts que le but qui est le but originel. Et donc l'université, qui est au départ un endroit où doit être dispensé le savoir et où le savoir doit être transmis, devient un lieu de reproduction des universitaires. Et donc un lieu de pouvoir au sein d'un savoir qui devient d'un pseudo-savoir. Donc, on verra après que le discours capitaliste qui régit ici aujourd'hui l'ensemble des interactions courantes, c'est le discours capitaliste qui est une sorte de copulation perverse entre le discours du maître et le discours universitaire. Donc, comment sortir de là? Eh bien, c'est là où il y a bien sûr toute la puissance féminine à l'œuvre, c'est le discours hystérique. Le discours hystérique, alors au départ, on peut dire que ça c'est quelque chose que j'ai découvert par le travail, les séances, la méditation, etc. C'est qu'avant je disais névrose, perversion, psychose, ou névrose, psychose, perversion. J'ai compris que c'était pas cet ordre-là. C'est psychose, perversion, névrose. Et j'ai compris comment il était possible pour le sujet de choisir l'une des trois structures, c'est-à-dire de rester à un stade plus originel, ou petit à petit de refermer le ciel avec l'hystérique. L'hystérique, à la fin, Lacan ne considère plus ça comme névrose. Alors que pour Freud, de la zwangneurosis, la névrose obsessionnelle, à la névrose hystérique, on est dans le domaine de la névrose par rapport à la structure précédente. Alors, il n'y a que trois structures en psychanalyse. Ce sont les trois structures. Il n'y a rien de mal ou de mieux que l'un de l'autre. Ces trois structures de langage incorporé, on correspond à un certain type de rapport au savoir. Un psychotique, lui, se met dans une position « je ne peux pas savoir ». Un pervers, il se dit pas comme ça, mais on peut le réduire comme ça. Ouais, je sais bien, mais quand même. Et le névrosé, lui, je ne veux rien en savoir. Très peu pour moi. Oui, oui, bien sûr. Ah, oui. Ah, névrose, psychose, oui, très bien. Non, je ne veux rien savoir. Voilà. Donc ce sont des rapports au savoir. Hein. Il n'y a pas de sectarisme en psychanalyse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus souvent d'intérêt avec un psychotique qu'avec un névrosé obsessionnel. Hein. Je suis désolé, mais comme je le dis à certains névrosés obsessionnels qui ont de l'humour, c'est pas vous le patient, hein, c'est moi. Hein. Parce qu'il faut beaucoup de patience, quoi.
pour laisser le temps de l'inconscient, quoi. C'est le temps de l'inconscient. Donc, voilà, c'est un travail d'acheminement vers la parole. Et cet acheminement vers la parole, donc, va faire passer l'analysant par ce filtre des discours, parce que le discours hystérique, donc, qui se présente comme le petit A qui est sous la barre, vous tracez votre verticale, vous avez le sujet barré. Le sujet barré s'adresse à S1, un signifiant maître. Et la barre qui descend, là, la flèche qui descend, elle va évacuer un S2, c'est-à-dire un savoir. Et donc, cette structure-là montre bien ce qu'il en est de l'hystérie, qui est de se mettre dans une position où l'objet sous la forme de Das Ding dont je vous ai parlé au départ, enfin pas au départ, mais disons au cours de l'intervention, ce Das Ding là, il est caractérisé par Freud d'être Wohl. Wohl en allemand c'est pas gut. Wohl c'est un bien qui contient quelque chose qui est pas bien. Donc on va retrouver ça dans la jouissance. Hein, l'accès à une jouissance provoque un certain plaisir à condition qu'il y ait aussi la traversée d'un certain déplaisir. Donc c'est un objet ambivalent. Et l'hystérique, pour elle, cet objet-là, il est absolument insatisfaisant. Tandis que pour l'obsessionnel, de l'autre côté du spectre de la névrose, c'est-à-dire celui qui est à l'origine, parce que l'hystérique, c'est pas une névrose, c'est un discours. Et dans une cure analytique, on hystérise toujours le patient. Enfin, le patient, l'analysant. Puisque le patient, on sait où il est. Hein. Donc l'analysant va être hystérisé de telle manière que sa parole va pouvoir remonter. Parce que la parole, c'est pas quelque chose qui descend de la tête et qui passe par le bloc audio-vocal pour émettre des sons. Hein. La parole, c'est laisser revenir la parole par le corps. Notre corps, c'est déjà une parole incarnée. Donc avec ces articulations, c'est pour ça qu'elle n'est plus articulable. Ce qui est articulable, c'est autre chose, et les articulations que nous pouvons trouver par notre parole nous permettent d'entendre des résonances qui rentrent en résonance avec notre corps et vont avoir un effet sur les symptômes qui sont des paroles coincées dans le corps. Donc, pour l'hystérique, l'objet, il est radicalement insatisfaisant. Pour l'obsessionnel, il provoque trop de plaisir. Ça l'amène à une jouissance. Donc, quand il y a trop de plaisir, il y a un excès, donc il y a la peur de perdre ça, et ça crée quelque chose qui va le mettre dans un refus de l'autre. Il veut éloigner l'autre tout en prenant son désir dans l'autre, puisque c'est impossible autrement, il va vouloir le mettre à part. Donc voilà l'impasse de l'obsessionnel. C'est pour ça que le dénouement passe notamment par cette articulation et des liaisons entre le petit autre et le grand autre. Le petit autre n'est toujours qu'un des manifestes du grand autre, qui est le lieu même des signifiants. L'altérité radicale, c'est ça, c'est que nous sommes des êtres parlants, que la parole n'est situable nulle part, à part qu'elle passe à travers nous, on ne sait pas où elle est. Donc c'est ça le lieu des signifiants, et c'est l'altérité radicale et absolue. Il s'agit de se réconcilier avec cette altérité radicale par le travail de la parole elle-même, parce qu'on apprend à marcher en marchant et on apprend à parler en parlant. Donc l'analysant se met à parler, et donc dans le schème, le mathème, pardon, du discours de l'analyste, vous avez cette fois le petit A ici, qui est l'objet, chose, cause, parce que causa, cosa, c'est la même chose. L'objet cause du désir. Donc, l'analyse prend cette place. Mais attention, comme dit Lacan, c'est là où se sont complètement fourvoyés Melman, etc., qui ont dit le discours de l'analyse, c'est au fond le discours capitaliste, etc. Erreur grossière qui montre leur nullité crasse. C'est-à-dire que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que d'abord, le psychanalyste n'en tire aucune jouissance, parce que c'est son éthique, parce qu'il sait ce qu'il fait. Et puis, il se met à la place du petit A à n'en faire que le semblant. Donc, il permet, ce faisant, de libérer la parole chez le sujet barré à qui il s'adresse. Voilà, ça c'est l'éthique du discours analytique.
Donc, évidemment, ce sujet-là, il va pouvoir accoucher d'un nouveau signifiant maître. Donc, S1, il évacue d'anciens signifiants maîtres et il va pouvoir accoucher de nouveaux signifiants maîtres. Et le S2 qui est dessous, c'est le savoir qui est supposé au psychanalyste. Alors, il n'est pas nul, ce savoir, mais il est surtout supposé. C'est-à-dire qu'il est supposé pour que ça marche. Et c'est ça le travail de la cure, et c'est le travail, justement, de l'amour. Parce que c'est ce qui permet le transfert, et s'il n'y a pas ce transfert, il n'y a pas de possibilité d'analyse, parce que le transfert et l'amour, ce sont des synonymes. C'est-à-dire que c'est l'amour élevé à son niveau agapé. Donc évidemment, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'éros, il n'y a même pas de philia, il y a agapé. C'est-à-dire c'est l'amour de l'autre dans son altérité radicale, et nous servons juste d'intermédiaire pour que justement le désir qui est capté par le travail de la cure puisse être assez bien articulé, enfin, pour pouvoir s'adresser à quelqu'un d'autre. Donc c'est un travail d'intermédiaire. C'est ça l'éthique analytique. Donc ce qui donne, d'une manière un peu plus large maintenant, une vision de l'éthique comme quoi, pour qu'il y ait une véritable éthique aujourd'hui, il est indispensable de réintroduire sa propre position d'énonciation dans ses énoncés. C'est ce que Lacan appelle l'éthique du bien-dire. Et l'éthique du bien-dire, c'est pas dire le bien, hein, c'est le bien-dire au sens non pas rhétorique, mais se mettre soi-même dans une position dialectique avec l'autre en tant qu'il est toujours, donc le petit autre, que nous sommes les uns pour les autres, porteur et représentant du grand autre. C'est pour ça que quand Ulysse retourne à Ithaque, comme ça, il voit un vieux mendiant délabré sur le chemin, etc. Il se dit, mon Dieu, mais c'est Hermès. Il voit le grand autre, le Dieu, dans le petit autre délabré. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité d'entrer et de continuer le registre de la parole qui nous signifie, nous, en tant qu'hommes, c'est-à-dire en tant que ceux qui sont les porteurs de la parole. Voilà à quoi sert l'éthique psychanalytique. Bon, pour un premier temps, je vais peut-être m'arrêter là, mais bien sûr, je répondrai à vos questions si vous en avez. La psychanalyse est une praxis qui, elle-même, impose par cette organisation, j'allais dire matricielle, parce qu'on dit une matrice mathématique, ces mathèmes-là, une certaine éthique à l'analyste. Donc, je peux dire, et je le dis, je sais que ça choque beaucoup de gens quand je dis ça, mais tous les pseudo-psychanalystes qui ne font jamais référence au discours ne sont pas psychanalystes. C'est qu'ils n'ont jamais fait de psychanalyse. S'il n'y a pas cette notion-là, comment vous pouvez comprendre éthiquement que, par exemple, la covidiocratie à laquelle on a eu droit n'est qu'une histoire de discours? C'est impossible, puisque vous voyez bien, vous dites où est la structure là? Qui parle? Au nom de quoi? Où est le sujet de l'énonciation? Vous voyez Véran qui parle, vous dites ce mec-là n'est pas médecin. Après, vous apprenez que sa thèse doctorale, elle fait 13 pages. Donc, il n'y a pas de secret non plus. Hein. Vous voyez, on parle de médecine, mais c'est de la politique, c'est pas du tout de la médecine. Donc, disons, ceux qui se réclament de l'enseignement de Lacan et qui ne font pas référence au discours, il n'y a pas de psychanalyse derrière. C'est pas vrai. Il en fait référence tout le temps, jusqu'au début, à partir de quand même 68, là où il met en place, mais même avant c'est préfiguré, jusqu'à la fin, se mettre au service du discours analytique, le discours analytique, et ça même après les nœuds bourrémiens, jusqu'à la fin, il y a se mettre dans les nœuds du père, dans les noms du père, se mettre au service du discours analytique. Donc ça veut dire que nous avons intégré cette structure avec le petit a, avec le sujet barré, dans cette place-là, et l'éthique que ça réclame. Parce qu'il n'y a même pas à se forcer quand vous êtes dans cette éthique. Parce que par exemple, bien sûr que tout le monde veut coucher avec son psychanalyste, c'est pas nouveau, mais ça pose aucun problème de frustration, puisque si vous êtes dedans, ça vous paraît tellement évident que c'est pour ne pas dire la vérité de son désir.
qu'on veut livrer son corps, quoi. Mais pour le psychanalyste, ce qui l'intéresse, c'est la vérité du désir, c'est pas quelque chose d'autre. Donc, se mettre au service de cette structure-là, c'est ce qui, justement, permet l'éthique du psychanalyste qui naît de la psychanalyse et pas... elle n'est pas préalable, je dirais. Parce que même s'il y a des prédispositions ou des intuitions de ces choses-là, elle ne peut être que structurée par cette approche des discours. Et les discours, c'est le nerf de l'enseignement lacanien. Vous pouvez dire que c'est ce qui permet justement de concevoir comment fonctionne une cure, mais pas seulement. Après, comment, comme disait Valérie au début dans la présentation, avoir une activité critique. Crisis, ça veut dire discernement. Comment discerner si vous n'avez pas la maîtrise de certains outils, dont celui de cette articulation de deux fractions avec ce qui est sur la barre et sous la barre, et puis surtout cette arête rompue. Il y a du réel. C'est-à-dire, si c'est une éthique dans chacun des discours aussi, c'est parce que, vous avez vu les mouvements que je vous ai faits comme ça, eh bien, il y a un endroit là, non, c'est en bas, on ne peut pas revenir d'en bas à droite à en bas à gauche. Impossible. Ça, c'est l'arête rompue, et c'est le réel. C'est impossible de revenir par là. C'est le truc où il n'y a pas de discours. Donc c'est là que vient l'objet petit a. C'est-à-dire qu'on ne peut plus en parler, hop, un objet apparaît. C'est-à-dire que l'apparition de l'objet, c'est quand c'est impossible à dire, quoi. Donc, dans chaque, il n'y a que dans le discours capitaliste où il n'y a pas d'impossible, parce que ça fonctionne comme ça circule sans arrêt, et il n'y a pas d'impossible. Mais l'arête rompue entre en bas à droite et en bas à gauche fait qu'il y a une éthique, parce qu'il y a un réel, et un réel qui est pris en compte. Et donc ça, c'est vraiment la structure, disons, de l'enseignement lacanien. L'arrivée dans le discours analytique permet de savoir dans quel discours on est pris. Par exemple, je donnais cet exemple, je pratiquais déjà en tant que psychanalyste et je donnais encore des cours d'art graphique. Quand je donnais des cours d'art graphique, j'étais dans une éthique du maître, pas dans une éthique de l'analyste, parce que je savais mieux que ceux qui... Alors que je ne me mets pas dans cette position quand je suis psychanalyste, je ne me mets pas dans une position où je sais mieux que celui qui est en face, au contraire. Je me mets dans l'écoute de lui, qui sait mieux que moi, mais il ne sait pas qu'il le sait. Par contre, moi, j'ai une oreille, donc je vais essayer d'écouter ce qu'il dit et qu'il n'entend pas de ce qu'il sait. Donc, c'est pour ça que Lacan dit que c'est l'envers du discours du maître. Non, il dit que le discours du maître est l'envers du discours de l'analyste, parce qu'il joue sur la temporalité. Donc, le discours de l'analyste, forcément, s'il apparaît un jour, c'est qu'il aura toujours déjà été là quelque part. Mais il faut un certain nombre d'occurrences historiques pour qu'il apparaisse dans le réel. L'impuissance, c'est une impuissance à faire, donc c'est du réel, et la psychanalyse permet de transposer une impuissance à faire en impossibilité à dire. L'impossible, c'est de l'impossible à dire. Et l'impuissance, c'est je suis impuissant. Je ne peux rien faire. C'est notre condition de base. C'est ce qu'éprouve le bébé. Il est là comme ça et son corps lui a été soustrait. Il n'a plus de corps. Il devient juste une tête. Il ne peut rien faire. Et il va transposer son impuissance en impossibilité à dire. Et il va creuser petit à petit cette impossibilité à dire jusqu'à réduire l'impossible. Il reste toujours de l'impossible, mais il y a de moins en moins d'impossible. Donc ça permet d'articuler les registres entre le réel et le symbolique. Mais évidemment, les deux sont articulés puisqu'il y a du réel dans le symbolique. C'est vraiment les nœuds, c'est quelque chose de très subtil parce que il y a une dimension symbolique au réel où la lettre elle fait office de réel dans le symbolique lui-même. C'est-à-dire la lettre qui est hors sens. En vérité, cette impuissance qui est là et cet impossible qui est là, il s'agit de comprendre que que nous sommes là, c'est-à-dire que là, nous n'y sommes pas. Donc, si quelque chose peut être réduit de l'impuissance, c'est que notre impuissance, elle est notre socle, c'est fondamental, et il n'y a qu'en nous confrontant à l'impossible, c'est-à-dire au réel qui passe par la parole, puisque il n'y a rien de plus réel que quand vous rencontrez un autre être humain.
Le reste, vous pouvez être dans l'imaginaire tout le temps, sauf bien sûr si vous avez un lion qui vous saute à la gorge, mais sinon, c'est assez rare dans ces contrées, ou une bagnole qui vous fonce dessus, sinon, on reste dans l'imaginaire. Or, quand il y a de la parole, ou comme dirait le Christ, quand il y a de l'amour entre deux d'entre vous, je serai là. Quand il y a de la parole entre deux êtres humains, il y a du réel. Donc, le fait que le discours aille dans ce sens-là et puisse pas revenir montre bien que même si je suis d'accord sur le fait que la culpabilité est une jouissance et que cette jouissance-là, mais elle est liée au signifiant, cette jouissance-là. Il ne faut pas oublier ça de telle manière que on passe de la culpabilité à la responsabilité par une réduction de cette jouissance-là. Quand je suis coupable, c'est que tout est de ma faute. Ah, c'est moi. Non. Tu es responsable de ta position. C'est réduit. Il y a une part. Donc, on voit que le passage de la culpabilité à la responsabilité demande une prise en compte de la parole qui soit plus substantielle que celle de se dire coupable. Hein, coupable ou non coupable. Non, je suis responsable de ma position. Comment je peux en répondre? Et je ne peux pas me mentir, parce que bien sûr je me mens tout le temps. Mais je suis obligé d'entendre que je me mens, parce que chaque fois que je dis ça, c'est pas ça. Donc je parle, ah non, c'est pas ça, j'ai mal dit. Donc je suis obligé de travailler ma responsabilité. Et là, on passe justement de l'impuissance à l'impossible à dire. Et là, il y a une résolution qui peut se faire, parce que nous sommes des êtres psychiques. Ce que j'ai pas peut-être assez développé, c'est cette interaction entre le principe de plaisir et le principe de réalité, et l'infiltration du réel. C'est-à-dire le fait que le lait arrive dans la bouche de l'enfant, c'est une irruption du réel, mais qui est pas un réel traumatique. C'est un réel qui va satisfaire un besoin. Mais ça n'enlève pas forcément l'excitation qui est liée à la jouissance de téter, hein, le fait de se nourrir. Et donc, il y a toujours deux registres. Et nous sommes toujours, du fait d'être dans une demande, pris dans ce registre symbolique. Et ne pas oublier que c'est le registre symbolique à partir duquel les choses peuvent se nouer, parce que la psychanalyse part du principe que ce qui a été noué par la parole ne peut être dénoué que par la parole. Et nous sommes noué par la parole depuis le début. Parce que, évidemment, on comprend dans cette notion de parole le silence, hein, ou les non-dits, puisque le silence n'est pas l'absence de parole, c'est peut-être le degré le plus élevé de la parole à certains moments. Et c'est le blanc dans la typographie, c'est-à-dire que c'est ce qui permet qu'il y ait la parole. Comme dans la musique. Toute l'idéologie qui domine aujourd'hui, c'est basé sur une évacuation pure et simple du réel. Notre sujet est le manifeste du réel. C'est pour ça que la parole des hommes politiques, c'est avec moi, tout est possible. C'était Sarkozy. Obama, c'était Yes we can. Voilà, on peut. Il n'y a pas d'impossible. Voilà, just do it. C'est-à-dire, il n'y a pas d'impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte du réel. Donc, on évacue le sujet. Il n'y a plus de problème. Il n'y a que des robots, quoi. Donc c'est une morale pour robots, c'est simpliste, quoi. Puisque la flèche là, avec l'inversion entre le S1 et le S, fait que le sujet croit que le langage est un pur instrument à sa disposition. Donc il croit que le langage est un outil, il peut dire, bah oui, un homme peut être enceint. Ça ne pose pas de problème. Mais pour quelqu'un qui est dans la parole, dans le langage, dans l'histoire, c'est impossible à dire ça. C'est le déni de la logique. Donc si on enlève le fondement de la logique, qui est la science du réel, il ne reste plus rien. Et pour le discours capitaliste, bien sûr, il n'y a pas d'impossible, puisque vous pouvez tout dire, c'est à votre disposition. Vous pouvez dire, bah oui, moi, mon homme est tombé enceinte d'un pangolin, quoi. C'est ça le discours capitaliste. La psychanalyse n'a pas comme vocation à avoir une finalité individualiste. Mais ça, pour autant, il ne faut pas traduire ça par le fait de vouloir faire société, là, comme cette espèce d'obsession qui est dans le Covid, c'était ça, vous protégez les autres. Mais quelle connerie! C'est vraiment pur mensonge. Donc, c'est pas avec la société qu'il faut faire
altérité. C'est avec l'espèce. Nous sommes les représentants d'une espèce. Quel représentant de l'espèce suis-je? C'est ça mon collectif. C'est pas une société malade qui croit et qui confond le marketing de Pfizer avec la science. Et qui va imposer de mettre des guenilles faciales contre un virus respiratoire. À ce niveau de débilité-là, il faut décrocher de la société. Ça, c'est Kierkegaard, il le dit déjà. Hein. Dès qu'il y a une loi qui devient non éthique, il faut opposer une loi éthique à cette loi devenue non éthique. Donc ça, c'est grâce à Antigone qui fait préfiguration du Christ, justement, parce qu'elle va jusqu'au bout d'incarner elle-même le trou, la tombe. Hein. Et c'est ça le premier discours, je dirais, hystérique, avant que le discours du maître... Le discours de maître, quelque part, il se met en place parce que c'est les femmes qui le réclament. Sinon, il n'y a pas de... c'est le bordel, quoi. Donc, d'une certaine manière, le réel, c'est de considérer qu'à partir du discours du maître, on peut envisager qu'il y aurait eu auparavant le discours hystérique. Et là, la femme elle-même a besoin d'une instance supérieure, quoi. Et elle dit, il faut qu'il y ait une instance supérieure, donc qu'elle prenne elle-même sa juridiction sur une cour supérieure qui va être celui de la parole et du langage. Et là, effectivement, Antigone prend toute sa valeur et c'est normal qu'elle soit la figure, une des figures en tout cas centrales de l'éthique. Elle veut donner une sépulture à son frère au nom de lois qui sont des lois supérieures aux lois de la cité, qui elles-mêmes sont sacrées et représentées par Créon. Donc on est dans un système où pour arriver jusqu'au niveau dialectique, elle doit se mettre elle-même à mort. Mais c'est un système d'opposition. Le Christ, lui, il se met en exception, c'est-à-dire il s'identifie, lui, à la souffrance de l'autre, ce qui est l'identification hystérique. Et il met en scène l'absence de tout recours, sauf à imiter, lui, le fait qu'il ne se range pas à une loi unique. Donc ça, c'est une des peut-être des plus belles occurrences d'un des films il y a peu de temps, du fait de tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire un aveu de faiblesse ou une espèce de soumission, de fausse humilité, de modestie ou je ne sais pas quoi. C'est une provocation. C'est-à-dire, il m'en met une, pas. Vas-y, mets-la aussi ici. C'est que je rentre pas là-dedans. Voilà. Et donc, de ce fait, il s'abstrait. Il n'est pas dans une opposition directe. Il se décale et il recrée cette trinité. Donc, ce 3 à partir duquel on récupère un réel. Un des avantages aussi de jouer de cette dialectique, c'est comprendre que ce qui semble être le plus opposé à la loi, c'est-à-dire le désir, comme pour Antigone, par exemple, en vérité, c'est l'envers de la loi. C'est-à-dire que c'est, pour le sujet, la loi, c'est son désir. Le désir et la loi sont dans une identité spéculative. Donc ne pas céder sur son désir, et puis il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Mais ce que dit Lacan, il ne dit pas ne peut céder sur son désir. Il dit que la seule culpabilité que nous puissions avoir, c'est d'avoir cédé sur notre désir. Et avoir cédé sur notre désir, on l'a tous fait. C'est-à-dire que on a accepté d'être des parlants. Donc on a cédé sur notre désir. Parce que on a accepté d'être des parlants. Des parents. Des parents. Ah, des parlants. Parlant. Et donc, d'une certaine manière, d'accepter cette espèce d'invasion de quelque chose qui nous colonise. La parole, il la compare, Lacan, au cheval de Troie. C'est-à-dire que c'est un cadeau empoisonné. C'est déposé là, et grâce à ça, l'enfant va pouvoir avoir cette satisfaction hallucinée de quelque chose qu'il ne peut pas avoir, parce que c'est le monde symbolique. Il va symboliser la chose. Mais une fois qu'il a ouvert la porte, cette chose-là prend possession de lui-même et le colonise et colonise toutes ses cellules. Mais c'est ça la loi. Et donc, il n'y a de loi que de loi du symbolique. Donc, c'est lié à la parole. Et le désir, in fine, c'est toujours une désinence du dire. Désir et dire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire un désir. On ne peut que
continuer à dire pour s'approcher au plus proche de son désir comme une asymptote qui essaye de toucher quelque chose sans jamais l'atteindre. Mais le désir est de l'ordre du dire. C'est-à-dire que ça me pousse de telle manière que j'arrive à dire encore, ou comme dit Beckett, rater encore, rater mieux, recommencer, rater encore mieux. Donc c'est d'accepter, d'entrer dans le registre de la parole et de me faire sujet de la parole. Je ne peux pas savoir ce que c'est que mon désir. Il reste, c'est les derniers mots de la Traumdeutung, c'est-à-dire le désir reste indestructible. C'est quelque chose qui persiste à l'infini. Vous pouvez boire quand vous avez soif, mais la soif persiste à l'infini. Donc le désir est de cet ordre-là. Donc c'est quelque chose à quoi nous sommes convoqués par notre capacité de dire. Et notre travail sur le dire. C'est pour ça que, avec un peu d'humour et de simplification, mais c'est un exemple que je donne parce que c'est assez illustratif, dans le passage des trois religions du livre, les trois religions monothéistes, vous avez la religion judaïque, donc à l'origine, qui est une voie législative. C'est la loi, c'est les commandements. Donc, j'en ai pas parlé parce que, bien sûr, l'éthique, moi, je peux vous en faire un séminaire tous les jours comme ça, pendant 7 heures d'affilée, pendant un mois, hein, tellement il y en a à dire, hein, notamment sur les commandements qui empêchent, justement, la loi, en l'occurrence, la seule loi, c'est la loi de l'inceste. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres lois auxquelles vous êtes soumis sont des règlements du monde qui n'ont rien à voir avec cette loi. Et cette loi-là, elle est juste pour éviter que le sujet revienne dans sa mère. Et donc l'histoire est terminée. Alors qu'il doit apprendre à s'en éloigner tout en la désirant, etc., pour déployer tout son artifice. Et ça, c'est la loi. Avec Moïse, donc, les commandements apparaissent, et vous avez cette religion moïsiaque, là, qui est la loi juive. Mais au sein même on peut dire que c'est l'apparition du symbolique. Au sein même de cette communauté, de cette religion, va apparaître le Christ. En tant que lui, il dit « Je ne suis pas venu combattre la loi, je suis venu l'accomplir ». Donc, ce qui est oublié dans la loi juive, c'est le corps. Ce qui caractérise la religion chrétienne, c'est la résurrection, c'est Pâques. C'est-à-dire, la résurrection du Christ, c'est le corps. C'est pas ce qui est à fustiger, à mépriser, etc., pour être tout du côté du symbolique, etc. Non, c'est le lieu même de la loi en tant qu'elle est déjà incarnée, elle est déjà là, c'est l'amour. Donc lui, il représente là cette dérive par rapport... Dérive, c'est le terme qu'emploie du drive Lacan pour la jouissance. Donc une maîtrise là où il vient accomplir la loi et non pas la combattre. C'est-à-dire, vous avez oublié l'amour dans l'histoire. Donc il dit, avec le discours capitaliste, c'est l'évacuation de l'amour. Pur et simple, les choses de l'amour, il n'y a plus de place pour ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tous aussi anti-chrétiens. Aujourd'hui, vous pouvez vous balader en burqa ou avec n'importe quoi, etc. Mais si vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes tout de suite, vous êtes rétrograde, je sais pas quoi, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus anti-chrétien que cette idéologie qu'il y a maintenant. Parce que le christianisme, c'est justement ce qu'il y a de plus proche, là, dans cette trinité. Donc, entre, on va voir, donc, le symbolique, là, l'inscription de l'amour à l'intérieur, donc, qui sort de là. Et puis, 7 siècles après, donc avec l'islam, c'est le fait que ça marche pas, parce que les hommes ne sont pas assez... Ils n'apprennent pas assez vite. La seule chose que les hommes apprennent de l'histoire, c'est qu'ils n'apprennent rien de l'histoire. Donc, on revient à une loi encore plus dure, mais cette fois du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus rien en islam. C'est une pure abstraction, Allah. C'est un retrait. Et donc on a la voie prophétique. Là. Chacun doit devenir son propre prophète. Ceux qui se disent imam, etc., tout ça c'est du pipeau. Quand vous étudiez l'islam avec un peu d'intérêt, vous allez voir que ce qui caractérise l'islam, c'est que chacun est en ligne directe avec Dieu.
Donc il n'y a pas de clergé, il n'y a rien, etc. C'est votre propre responsabilité. Bon, sauf que, évidemment, ceux qui représentent l'islam, ce sont les plus incultes de la terre. Et pour comprendre l'islam, il faut connaître quand même les deux autres religions. Comme ils s'en foutent complètement, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais si vous connaissez les trois religions, vous comprenez qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une trinité où la dimension, disons, de la loi va être bordée, d'une certaine manière, par l'amour en tant que lien social. Le Christ dit, quand il lui demande mais quand tu ne seras plus là, où te trouvera-t-on? Quand tu auras de l'amour entre deux d'entre vous, je serai là. Donc, l'amour, c'est le réel qui passe à travers la parole. Donc, vous avez cette possibilité de retrouver donc la loi, mais cette fois avec le corps. Alors Lacan, ça le fait rire un peu parce qu'il dit, mais c'est quoi cette glorification du corps là? Et puis il en parle de telle manière dans Les Dents du Père, on imagine vous savez, ce tableau de Matisse là, où il y a tous ces gens qui se tiennent par la main là, cette ronde des corps, etc. Que vont-ils contempler dans l'infini? Donc c'est une remise en scène du corps, et pour nous c'est très important parce que j'ai pas insisté tout à l'heure, quand je vous dis que le corps est déjà une parole incarnée, c'est que le corps est porteur de l'éthique. Donc quand vous êtes malade de votre corps, au lieu de vous identifier à vous qui avez des symptômes, la psychanalyse vous amène progressivement à comprendre que ce à quoi vous devez vous identifier, c'est plutôt votre symptôme. Vous êtes le symptôme. C'est que votre corps possède une vérité, puisqu'il est déjà là comme parole articulée. C'est vous, votre parole, qui n'est pas à la hauteur de la parole qui est déjà dans le corps. C'est pour ça que l'éthique de la psychanalyse est l'éthique en elle-même, puisque la vérité de la souffrance étant d'avoir la vérité comme cause, c'est que je ne suis pas assez correct dans mon éthique. Je dois arriver à travailler mon éthique. Donc là vous avez ça, et après vous avez la sanction, c'est-à-dire, au fond, l'islam, c'est le retrait de toute figure, et la fin, savoir que c'est une soumission absolue, ça veut dire soumission, l'islam, au signifiant. C'est-à-dire que normalement, la fin de la cure, c'est le dépassement de la position féminine, c'est-à-dire accepter de se soumettre absolument au signifiant. C'est une soumission, c'est un retrait de savoir qu'il y a une altérité. Islam, ça veut dire soumission. Oui. Et cette soumission absolue à Allah, sur le plan symbolique, disons le plan analytique, c'est arriver à avoir une position subjective qui vous permet d'assumer une position radicale au signifiant. Vous n'êtes plus dans « je crois ça, je vais faire ça », etc. C'est-à-dire vous captez les signifiants, vous vous soumettez aux signifiants. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, vous avez le fait qu'au fond, il n'y a qu'un seul mensonge, et qu'un seul péché, c'est le mensonge. En psychanalyse, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'orgueil, de croire à la toute-puissance de ses pensées. Mais ça revient au même que le mensonge. C'est-à-dire, on se ment à soi-même et on ne sait pas qu'on se ment. Et on ne veut pas savoir qu'on se ment à soi-même, qu'on se raconte des histoires et qu'on se ment en permanence. Et donc, le travail de la cure, là, érode quand même le mensonge. Parce qu'à force de dire des mensonges, à un moment, ça devient visible quand même.